Eh bien oui, l'écriture pour Jungle, pour le livre d'Olivia, elle s'est faite en fait, suite à une commande, hein. Je connaissais pas le travail d'Olivia quand Eric, l'éditeur, m'a contacté pour ce texte. Mais par contre, j'ai assez bien compris pourquoi on me demandait à moi, puisque j'avais écrit ce livre sur les Hopis et puis plus récemment un livre sur les Inuits, où j'avais fait cette immersion dans des cultures qui sont pour le moins éloignées de la mienne. Et donc le travail d'Olivia étant sur la forêt tropicale et plus particulièrement celle des Mentawai en Indonésie, qui est donc un peuple autochtone. Bon, j'ai à peu près imaginé pourquoi pourquoi on s'adressait à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre pour faire un texte d'introduction, de présentation, d'imagination autour de ce peuple-là, mais surtout pas seulement du peuple, mais du territoire en lui-même. Ah, peut-être avant tout le territoire. Et c'est peut-être là aussi que pour moi, ça compte aussi. C'est qu'en fait, avant d'écrire des personnes, j'écris toujours, je crois, des territoires. Donc, voilà, il me semblait que la démarche était, comment dire, était assez parallèle, assez complémentaire à la mienne. Enfin voilà, donc ça prend un peu de temps, évidemment. Quand on a les premiers échanges, on ne sait pas toujours exactement vers quoi on va, mais là, il me semble que la démarche était cohérente, puisqu'en fait, c'est un peu la mienne aussi, qui est celle d'aborder d'abord un territoire et ensuite les gens qui vivent sur ce territoire. Alors, je ne suis pas restée je suis pas restée dans mon propre monde, puisque c'est celui d'Olivia qui se déployait devant moi. Mais par contre, au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture du texte, dans la découverte de ce territoire, je me suis aperçue qu'il y avait chez Olivia le même attachement que le mien à la fiction, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des démarches documentaires. On n'est pas là uniquement pour présenter précisément un territoire en particulier avec on va dire, des obligations soit scientifiques, soit voilà, proprement documentaires, mais qu'en fait, on s'appuie sur un type de territoire plutôt pas humain, on va dire, hein, parce que là, c'est pour Olivia, c'est la forêt, et pas toujours, donc effectivement, pas seulement la forêt des Mentawai. Et à partir de là, en fait, c'est comment on fait pour inventer une fiction qui s'inspire profondément à la fois des gens qu'on finit par rencontrer sur ces territoires-là et qui sont sans doute à certains égards très inspirants parce qu'ils nous décentrent de nous-mêmes. Mais on est aussi inspiré, enfin, je pense qu'on est aussi porté, l'une et l'autre, me semble-t-il, par le désir. Voilà, j'ai dit, tout à l'heure, j'ai parlé de la fiction, mais aussi d'une forme d'esthétique, sans doute. Voilà, pour moi, c'est plutôt c'est la poésie. En photographie aussi, hein, on peut parler de poésie. Là, Olivia est peut-être plus précisément sur la représentation cinématographique, un genre de lumière qui est un peu comme ça. Comment dire, où on essaye de plaquer l'artifice sur le trait naturel pour qu'à l'inverse, le trait naturel nourrisse cette esthétique qui est très léchée, hein, d'une certaine façon, j'allais dire. Et c'est la friction des deux univers qui peut créer la forme d'étrangeté qui... Alors, je sais pas, voilà, je sais pas, encore une fois, je sais pas si c'est exactement la démarche d'Olivia, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est comme ça que j'ai tâcher de me fondre dans cet univers-là, dans cette démarche-là, pour inventer un texte qui soit fait de cette rencontre-là, en fait. Alors, sur l'enjeu de la lumière dans la forêt, ça, j'allais dire, c'est le travail peut-être vraiment spécifique d'Olivia, et c'est cette langue que moi, je ne parle pas. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, j'allais dire, moi, c'est peut-être un peu ce qui m'a interrogée dans le texte, c'est voir comment je pouvais intégrer cette dimension justement d'artificialité comme ça. Et après, Olivia le fait aussi, elle, assez spontanément avec ses robes de couleur, cette fantaisie. Donc, j'ai essayé de... Après, tout ça, ça se fait instinctivement, bien sûr, mais je crois que ce que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver cette fantaisie, cette forme de merveilleux presque un peu, et de le retranscrire voilà, avec un personnage
qui a peut-être un peu quelque chose de Mary Poppins, qui ne sait pas exactement où elle atterrit, et qui s'en amuse autant qu'elle s'en effraie, et de faire voilà, ce personnage voilà, qui arrive au départ par le biais des esprits. On comprend un peu plus tard qu'en fait, c'était peut-être pas exactement ça. Qu'il y a beaucoup de jeux, en fait. Il y a beaucoup de jeux, à la fois des jeux de miroir, et puis des jeux de facéties. Voilà. Il y avait quelque chose d'assez facétieux. En tout cas, moi, je le ressentais comme ça. Je ressentais un peu comme ça le personnage d'Olivia. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle... Enfin, d'ailleurs, elle me l'avait expliqué un petit peu, c'était pas tant pour se mettre en scène, évidemment, qu'elle s'était prise en photo dans la forêt, que pour introduire un élément... on fait souvent ça, en fait. On est là, on joue avec l'étrangeté. On ne fait rien d'autre que de jouer avec l'étrangeté. Alors, l'imprégnation, elle passe plutôt par, j'allais dire, c'est un peu par une forme de sédimentation. C'est-à-dire que je n'ai pas imprimé les images. Je les ai regardées plusieurs fois. Et à un moment donné, je m'en suis détachée, en fait, parce que sinon, j'aurais été dans quelque chose de trop illustratif. J'aurais eu du mal comment dire, à m'en détacher pour faire une fiction qui ait un sens en elle-même. Donc, en fait, il y a eu d'abord une longue imprégnation. Ensuite, j'ai surtout lu des choses sur la forêt tropicale en particulier. J'ai lu un gros livre de Francis Allais qui était passionnant. J'ai interviewé aussi une jeune femme que Olivia connaît très bien et qui passe, Tania, qui passe beaucoup de temps chez les Mentawai, pour aussi m'imprégner de cette ambiance. Et en plus, c'est vrai, moi, j'ai beaucoup de scrupules sur la démarche documentaire, c'est-à-dire que je veux bien faire des fantaisies, mais malgré tout, c'est des fantaisies qui doivent s'appuyer, qui ne doivent pas déformer la réalité des gens dont on parle. Donc, il y a eu quand même voilà, ce gros travail documentaire en amont. Donc, l'imprégnation, voilà, elle passe par là. Et une fois que j'avais bien regardé les photos, fait ce travail relativement long quand même, enfin voilà, pas des mois non plus, mais en tout cas pendant quelques semaines, revenir souvent à des documents qui ont trait à ces paysages, ces forêts tropicales, voilà, très particulières, puis au Mentawai. Et ben, je me suis lancée dans l'écriture du texte, qui là est venu assez facilement. Et ensuite, je suis revenue aux photos pour le dernier agencement. C'est-à-dire que j'avais bien retenu les noms des personnages, enfin, donc qui n'étaient pas des personnages, qui ne sont pas des personnages, hein, qui sont des personnes, que ce soit Théo Lépone et Caro. Et, en fait, j'ai retrouvé quelque chose qui m'était un peu familier, c'est que il m'était arrivé la même chose en fait sur le roman sur les Inuits que j'ai écrit de Pierre Edos. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je m'étais beaucoup documentée dans les archives de Paul-Émile Victor, et il a passé beaucoup de temps avec un groupe en particulier qui sont Amasalik. Et au bout d'un moment, on finit ces personnes qui sont, on va dire, presque un objet d'étude artistique ou scientifique, finissent par devenir presque des proches. C'est-à-dire qu'on finit par l'impression, on identifie bien les caractères différents des uns et des autres. Et on finit là encore par s'en imprégner. Et puis, ils finissent forcément par ressortir dans cette fiction-là. Et ça crée un attachement, en fait. C'est assez troublant, en fait, de finir par s'apercevoir de ça, que par le biais d'une démarche artistique, par le voyage de quelqu'un d'autre, puisque pour cette fois, moi, je ne l'ai pas fait moi-même, j'ai réussi à créer un lien symbolique pour moi, presque affectif, avec des gens de l'autre bout du monde qui n'ont absolument aucune idée de mon existence. Et justement, c'est un peu ça la magie de certains voyages artistiques proposés par certaines personnes, c'est qu'on arrive à créer un lien voilà, qui avait rien d'évident, rien d'évident au départ. Oui, c'est ça, c'est que je suis vraiment partie, on va dire, j'ai pénétré l'univers des Mentawai à la suite de Tani et d'Olivia, et qui, elles, ont fait l'immersion physique dans le territoire. Mais grâce à elles, j'ai pu, moi, faire l'immersion mentale nécessaire pour l'écriture du texte. Oui, voilà, jusqu'à créer ce lien un peu d'attachement, presque de familiarité.
Et oui, c'est assez troublant. Du coup, j'en suis assez reconnaissante à L2 parce que je n'avais pas prévu d'aller dans cette région du monde et finalement, j'ai l'impression d'y avoir posé un pied quand même. Ça m'amuse assez d'imaginer que effectivement, il y a un déplacement qui s'opère, une sorte de voyage chamanique, parce qu'en plus, très sincèrement, c'est vraiment pas quelque chose que je recherche, auquel même je m'intéresse consciemment, on va dire. Mais voilà, dans une moindre mesure, bien sûr, que pour les Hopis et pour les Inuits, où là, vraiment, j'y ai passé plusieurs années. Mais c'est drôle de voir qu'une troisième fois, je suis capable de me laisser prendre par le même, on peut dire par la même énergie, enfin, par le même déplacement que le simple fait, enfin, que, que l'intérêt suscité par, l'intérêt suscité parce qu'en fait, je crois que c'est ça hein, qui, moi, me remue profondément, c'est la différence des modes de vie, la différence des croyances, et surtout, c'est le rapport extrêmement fort à la nature. Et moi, très spontanément, ça, je le fais consciemment, c'est d'aller vers les paysages, d'étudier les paysages, de regarder comment ils sont faits, de regarder, voir essentiel aussi ce qu'ils produisent sur moi comme émotion. Et c'est vrai que c'est pas une démarche consciente chez moi que de m'intéresser à ce que produit sur moi la culture elle-même des gens, ou les gens eux-mêmes, ou leurs pratiques spirituelles. Mais en passant par le paysage, immanquablement, il finit par m'arriver ça quand même. C'est-à-dire par être vraiment touché, enrichi, j'allais dire, par des pratiques spirituelles. Alors, c'est aussi que je suis un tout petit peu gênée en fait par cette distinction entre paysage, gestes du quotidien et pratiques spirituelles. Parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression de constater, moi, un peu à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas vraiment en tout cas chez les peuples qui sont pas nous, qui sommes très nombreux, mais en fait, on est assez minoritaire, je trouve, dans notre façon d'envisager la vie. En fait, dans la plupart des cultures, il me semble qu'il n'y a pas une si grande distinction entre le quotidien, le spirituel et l'environnement. Et de même qu'on ne fait pas une différence très marquée entre l'être humain, les autres animaux et même la forêt qui les entoure, si on parle de la forêt. Ben voilà, nous, on va avoir tendance à différencier les éléments vivants ou un peu moins vivants, ça peut aller jusqu'au minéral. Alors qu'il me semble que dans ces cultures-là, cette distinction ne se fait pas forcément, en fait. Elle n'est pas si marquée. Et je crois que moi, c'est vraiment ça qui me fascine, enfin, qui me happe quand ça se produit. C'est quand juste en regardant l'environnement d'un groupe humain, on est transporté nous-mêmes, en fait. Et nous, on arrive un peu bêtement, j'allais dire, je ne sais pas si Olivia appréciera. J'allais dire, nous, on arrive un peu bêtement avec une démarche, un projet artistique. Et en fait, on se fait emporter bien plus largement que ça, me semble-t-il. Je le ressens, mais je suis prudente aussi par rapport à ça, parce qu'en fait, cette distinction, justement, je suis pas, enfin, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas non plus. Et c'est pour ça que j'ai été aussi très intéressée en parlant de ça un petit peu avec Tani, puisque elle leur procure les moyens de se filmer eux-mêmes. Et c'est très, très important, justement, cette façon. Je crois qu'il faut rester très conscient du fait qu'on. C'est pas parce qu'on a cette démarche artistique sur un territoire en particulier ou plus largement, hein, comme a fait Olivia, puisqu'il n'y a pas que des arbres de l'île indonésienne. Euh, euh, on ne devient pas pour autant le seul témoin ou le témoin privilégié de ça. En fait, c'est une vision de ce monde-là parmi tant d'autres. Et surtout, on n'atteindra jamais, enfin, on ne parle pas à la place des gens qu'on observe, qu'on interprète, j'allais dire. C'est vraiment une vision très particulière et artistique qui est la nôtre. On s'en enrichit. Et j'aime bien aussi que le fait qu'Olivia se mette en scène avec les Mentawai et qu'elle leur demande de prendre cette pause aussi. Et justement, je parle un petit peu de ça dans le texte parce que je trouvais ça très. C'est même pas touchant, hein, c'est plus que ça, c'est assez bouleversant en fait. Elle les invite elle-même dans son propre monde, elle les invite à la représentation qu'elles donnent d'eux-mêmes. Et ils ont l'air de. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma lecture à moi, mais ils ont l'air de s'en amuser.
ils ont l'air comme si, et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent d'ailleurs dans les travaux ethnologiques, qu'en fait l'autochtone, on va dire, accepte de jouer le jeu du chercheur ou de l'artiste en n'en étant pas complètement dupe, en fait, en lui donnant ce qu'il est venu chercher. Et je trouve ça très, très... moi, je trouve ça très jouissif, en fait. C'est très beau parce que, j'allais dire, la bizarrerie, c'est nous, en fait, dans cet univers-là. Et ils ont l'amabilité et l'ouverture de nous accueillir. La bizarrerie dans le paysage, c'est nous, quoi. Et voilà. Et enfin, le territoire nous est ouvert, il est ouvert à notre fantaisie. Et nous-mêmes, on vient essayer ouais, d'apporter quelque chose là-dedans, mais sans être... Enfin, en tout cas, voilà. Il me semble que pour Olivia, il y a aussi cette espèce de distance qui fait qu'on n'est pas dupe, en fait, sur le, sur la façon dont on... Enfin, on sait qu'on met en scène, on sait qu'on est en train de jouer un jeu collectif. Ouais. Et le fait que enfin, voilà, que eux-mêmes aient les moyens de se représenter là-dedans, c'est essentiel en fait. Si on oublie, si on oublie ça, je pense qu'on fait une erreur. Oui, cette dernière photo où effectivement on voit Olivia très, enfin, habillée, sophistiquée, avec la main sur Lao Lao. Il y a cette, comment dire, moi dans le texte, l'équivalent de ça dans le texte, c'était de parler de cet homme Mentawai qui dit oh là le temps a passé, mais c'est pas qu'il l'a deviné, en fait simplement il a regardé sa montre. Parce que on ne fait pas l'économie non plus, même s'ils sont représentés, on va dire, dans leurs habits traditionnels essentiellement. La simple présence d'Olivia montre qu'ils sont absolument pas coupés du monde, en fait, et que la présence occidentale, citadine, et même si c'est difficile de se rendre là-bas, que ça prend beaucoup de temps en bateau, etc., malgré tout, ils sont en échange quasi permanent avec le monde moderne. Et c'est surtout la place qu'ils essayent, enfin, je veux dire, qu'ils occupent eux-mêmes dans ce monde, qui est à ne pas négliger. Enfin, ce serait vraiment absurde de vouloir les mettre sous cloche ou, enfin, et d'en donner une image figée. Parce qu'au contraire, je crois que vraiment le destin de ces peuples autochtones aujourd'hui, en tout cas, il devrait être au centre de nos préoccupations parce qu'en fait, ils sont là pour qu'on s'interroge, pour nous interroger sur la place que l'homme occupe par rapport à la nature. Et ils sont vraiment au centre, à mon avis, enfin, très fortement impliqués dans le monde mondialisé tel qu'on le connaît, en fait. Parce que c'est vrai que même si les voyages sont encore un peu longs, on peut quand même se rendre dans des tas d'endroits très reculés en quelques heures, et c'est pas sans impact. Et voilà. Et donc, je trouve ça important d'en témoigner. Il faut pas non plus fermer les yeux là-dessus. C'est-à-dire que je trouve ça peut-être, c'est aussi peut-être le fait de pouvoir y aller facilement. Peut-être qu'il ne faut pas s'en priver aussi pour justement témoigner en fait du fait que ces modes de vie existent encore, qu'ils n'ont pas grand-chose d'archaïque en fait, et qui coexistent vraiment avec ce qu'on est nous aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est un dialogue important à mener peut-être. Alors moi, j'ai une attitude très prudente en fait par rapport à ça. Je vais dire, c'est presque un peu comme sur les réseaux sociaux. Je, je suis plutôt assez timide en fait. Même avec les Hopis et les Inuits, j'y suis allée vraiment sur la pointe des pieds. Je crois que j'ai surintériorisé la position dominante des Blanches, etc. Donc en fait, moi, je suis peu à l'aise. Et je sais que c'est une forme de handicap et une forme de stupidité aussi, parce qu'en fait, rien ne vaut la vraie rencontre. Et je sais pas voilà, j'ai pas renoncé aux vraies rencontres humaines. Mais c'est vrai que j'allais dire que je préfère toujours attendre que l'occasion se présente, qu'elle me soit offerte sur un vrai prétexte. Et puis là, j'allais dire le fait que le travail d'Olivia et celui de Tani étaient là pour me soutenir dans cette rencontre. Euh, mais du coup, c'est pas pour autant que j'aurais envie, dès que ça sera possible, de toute façon, parce que pour l'instant, ça n'est pas, de prendre un billet d'avion pour aller là-bas. Je trouve que ça se justifie pas entièrement.
Même si forcément, il y a une part de moi qui a toujours, enfin, qui a envie, hein, qui a cette soif un peu de rencontre, en fait, tout simplement, parce qu'en plus, il me semble qu'à chaque fois que ça arrive, il se produit des choses qu'on n'attend pas. J'allais dire, c'est presque une position d'attente par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je reste assise où je suis et je dirais que jusqu'à présent, ça a quand même fini par provoquer des rencontres. Voilà, donc je laisse plutôt venir à moi. Donc l'Indonésie, a priori, je ne vais pas la croiser tout à fait par hasard dans les mois qui viennent. Mais ça n'enlève rien, en fait, j'allais dire, malgré tout, à la puissance de la rencontre. En plus, voilà, moi, je trouve, voilà, je suis écrivaine, je me définis même pas tellement comme écrivaine voyageuse, même si ça m'arrive de sortir, enfin, même assez souvent de sortir de chez moi. Mais, mais, mais voilà, Olivia, elle ne peut pas faire des images sans se déplacer et sans se confronter à la forêt. Je crois que moi, grâce au travail des autres, que ce soit la photographie ou le scientifique, je peux, avec les moyens qui sont les miens et qui sont l'écriture, je peux me transporter en fait sans bilan carbone dans les autres espaces. Donc je le fais, voilà, c'est une façon de travailler, c'est un choix, c'est une façon de travailler voilà, qui me correspond plus, qui pour moi en fait est plus proche. Alors peut-être, du coup, je reviens un peu à ta question tout à l'heure sur les voyages chamaniques. En fait, ma façon de travailler est plutôt un genre de voyage immobile comme ça. Ça correspond mieux. Et surtout, il me semble que j'arrive mieux à saisir la valeur symbolique des cultures lointaines, enfin, en tout cas des conséquences que ça peut avoir sur mes propres moi, sur mes propres représentations symboliques et spirituelles. Elles ont plus facilement lieu à travers le travail des autres, donc les déplacements des autres, que les miens propres en fait. Même si je ne doute pas que si je transporte mon corps là-bas, il se passera quelque chose. Hein. Mais disons que dans le travail d'écriture, on dirait que ce n'est pas une nécessité. Donc comme ce n'est pas une nécessité, j'attends. Oui, oui, très clairement. Ah oui, très clairement, je me sens beaucoup plus comme une conteuse que comme une écrivaine voyageuse parce parce qu'en plus, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a des archétypes qu'on retrouve d'une culture à l'autre et donc avec mes propres archétypes, il me semble que j'ai les outils pour pouvoir interpréter, réinterpréter, chanter des archétypes plus lointains. Oui, ouais, très clairement. Oui, parce que depuis dans le chant, dans le livre de Pierre Edos, qui est le livre sur la culture inuite, j'ai intégré dans mon écriture les chants, qui sont une pratique extrêmement répandue avec, pour plein de motifs chez les Inuits. Et en fait, depuis que j'ai découvert ça, je ne peux pas m'arrêter de chanter. Et, et j'écris beaucoup en vers libre en fait. Alors je le chantonne pas, mais alors j'ai toujours eu un peu cette façon d'écrire, c'est-à-dire j'ai toujours entendu une petite musique. En fait, je sais pas comment dire, les mots sont comme une matière, et même si je suis nulle en musique, il me semble que ça ressemble un peu à une matière musicale. Ça a pu des fois aussi m'apparaître comme de la couleur. Et donc, en tout cas, c'est une matière. Et donc, à un moment donné, cette matière peut finir par chanter. Et je crois que ça a toujours été présent dans mon écriture, mais ça s'est complètement décuplé au contact des Inuits. Et maintenant, vraiment, sincèrement, j'ai l'impression que je n'arrive plus à m'arrêter de chanter. Alors, ça sera une phase, hein, mais en tout cas, j'ai écrit 2 autres textes de Pierre Edos, et la forme du chant s'est vraiment imposée majoritairement dans les écrits. Ça passera sûrement, mais c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'imprégnation qui se fait malgré soi, et c'est tout ce qui se fait malgré soi, d'ailleurs, qui finit par être le plus profondément ancré, parce qu'on on se méfie pas. Et je suis très curieuse de voir ce qu'Olivia fera comme travail, d'ailleurs, à la suite, et j'imagine ce sur quoi elle travaille déjà actuellement, en fait, parce qu'il reste toujours des traces de ce qu'on a fait avant, mais parfois, ce n'est pas celle qu'on imaginait. Donc, oui, bah, je l'entends, et puis surtout, il sort sous forme
même quand c'est pas versifié, il sort sous forme ouais, d'une forme de musicalité, quoi. C'est-à-dire que je suis plus roulée par les mots que je ne les roule moi-même.